Et merci à Frédéric Dabi pour cette présentation fort intéressante sur la raison d'être. C'est vrai qu'on est maintenant à quelques mois de la promulgation de la loi. J'en profite pour vous préciser qu'on est à un peu plus de 92% de publication des décrets d'application de cette loi. C'est important dans la mesure où c'est une loi qui s'auto-évalue, c'est-à-dire que le dernier article de la loi Pacte, qui a posé la raison d'être, notamment, est un article d'évaluation. Cette loi donc a été promulguée en même temps qu'elle est évaluée. C'est assez rare dans les dispositifs législatifs. Et c'est une loi qui en termes d'exécution, va assez vite, pour ne pas dire très vite. C'est le bon travail de l'administration. Je le salue très directement ici. C'est aussi le fruit de la volonté politique de Bruno Le Maire. Un texte qui a, à 6-7 mois de sa promulgation, quasiment l'intégralité des décrets d'exécution publiés. C'est assez rare pour être souligné. C'est d'autant plus important que, vous le savez, la loi Pacte n'était pas une loi dogmatique, idéologique ou conceptuelle. C'est une loi résolument pragmatique. C'est une boîte à outils au sein duquel, dans le chapitre 3, vous avez plein de nouveaux outils pour la gouvernance de l'entreprise et plus largement, je crois, pour la responsabilisation sur laquelle je reviendrai de l'entreprise. Je vais revenir sur l'étude, mais ce que je viens de vous dire est important. Pas de dogmatisme, ça veut dire qu'on n'a pas tracé la route à prendre obligatoirement. On a tracé un chemin et proposé des outils dans le strict respect de la liberté des entreprises à laquelle je tiens plus que tout. Par conséquent, cette loi, c'est chapitre 3, une fusée et 3 étages. Ce matin, on parle du premier étage, la raison d'être. Je n'aurai de cesse de parler aussi du deuxième étage, les sociétés à mission, et du troisième étage, qui n'est pas encore promulgué, c'est une question de jours. Je pense au fonds de pérennité économique ou fondation d'actionnaires, pour le dire plus simplement. C'est l'alliance de ces 3 étages qui doit permettre de fournir des outils aux entreprises en fonction de leurs objectifs. La raison d'être, et Frédéric Dabi l'a rappelé, est une option proposée aux entreprises. Elle n'est en rien obligatoire, elle n'est évidemment en rien coercitive. Et comme toute mesure de liberté, elle est mise à disposition des entreprises sans forcément les contraindre au contrôle. Ce ne sera pas la même chose, mais je suis sûr qu'on en parlera un peu ici, mais dans les mois qui viennent, pour la société à mission, qui, elle, est très engageante et qui impose, pour dire le mot, un certain nombre de critères à respecter pour les entreprises, pour éviter tout simplement ce sur quoi je me fais souvent critiquer, mais je vais le redire parce que j'aime bien la critique, pour éviter ce qui est très présent aux États-Unis aujourd'hui, qu'on appelle en bon français le purpose bashing. Je me suis fait beaucoup moquer pour mon expression, mais malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on en parle partout dans le monde. Donc, on va éviter de faire du bashing ou alors de la fausse raison d'être, pour le dire, et de la fausse société à mission, pour le dire en bon français. Cette étude, pour aller directement au fait, moi je la trouve intéressante sur différents aspects, et je vais peut-être réagir sur un premier, comme ça on fait tourner la parole. La première chose que je trouve intéressante, c'est au début de l'étude, quelque chose qui attire mon attention, c'est que cette raison d'être, elle n'a pas vocation à être l'objet de prédilection uniquement des très grandes entreprises ou des très grands groupes. Et c'est tout le challenge qu'a aujourd'hui le gouvernement, mais aussi les parlementaires qui doivent promouvoir cette loi. C'est que, et ça a été répété, les PME, en réalité, ont un peu plus de difficultés ou de distance, les TPE encore plus, vis-à-vis de l'adoption d'une raison d'être. Tout l'enjeu, c'est de ne pas laisser cette raison d'être et la fusée uniquement entre les mains des grandes entreprises, même s'il est indispensable que les grandes entreprises et les entreprises publiques soient assez exemplaires en la matière. Mais Frédéric Dabi a parlé d'un décalage entre les salariés et les patrons et la direction. Moi, je suis vigilante aussi au décalage entre l'adoption par les grands groupes et les grandes ETI versus l'adoption par les TPE-PME. Il est indispensable qu'il y ait une forme d'homogénéité dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Et c'est aussi le job du législateur de se déplacer et d'aller expliquer que, contrairement aux apparences, ce n'est pas parce que c'est une loi que c'est forcément compliqué, et que les TPE, les PME des territoires ont toute vocation à le regarder au même titre que les grands groupes et les ETI. Je pense que ce décalage TPE-PME est à considérer, et ça fait partie de mes sujets d'attention. J'ai pas mal d'autres choses à dire sur cette étude intéressante, mais comme je suis très bavarde, je vais faire tourner le micro et puis je réinterviendrai après. Bien.
Effectivement, l'étude est assez rassurante et on peut être optimiste sur la suite pour une raison très simple, c'est qu'à mon avis, finalement, la raison d'être, c'est pas nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est d'essayer de la modéliser. Alors, comme je l'avais dit en introduction de ce séminaire, on l'a pris d'une manière différente. Les Américains l'ont pris par le why, que je trouve plus global que le purpose, mais qui est très pragmatique et qui est très tourné, et ce qui est plutôt la nature des anglo-saxons, très tourné à ne pas séparer la dimension sociétale de la dimension business, qui est sans doute ce qu'il faut faire. Donc c'est pour des raisons business qu'il faut y aller, c'est-à-dire que les premières raisons, toutes bêtes, parce que sinon c'est pas crédible. Si on dit que c'est effectivement pour pas que ça soit quelque chose de repoussé, vous avez raison, il faut que ça soit ancré sur le business. Et les deux parties prenantes principales quand même dans le business, c'est le client et les collaborateurs, j'oublie pas les actionnaires, mais ça là on les connaît, le demandent. C'est-à-dire que le client, quand encore une fois il fait sa décision d'achat, de plus en plus dans sa décision d'achat, il n'y a pas que le produit, il achète l'environnement dans le sens large du terme dont a été créé le produit, aussi bien d'un point de vue environnemental que sociétal. Le collaborateur également, quand il choisit son entreprise, il a ça. Donc ça vient au bon moment. Alors évidemment, en France, on préfère aussi rentrer en plus autrement culturellement par la loi, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'elle n'est pas coercitive, comme vous l'avez dit. Donc, ok, on a trouvé un chemin un peu différent, mais voilà, ça devrait se rejoindre à un moment donné. Et chacun peut le faire un peu comme il le souhaite, ce qui est bien, parce que selon la taille de l'entreprise, selon là où elle en est, on peut avancer à son rythme. Alors, moi, je ne mettrais pas une segmentation. Alors, le sondage le fait, mais peut-être parce qu'il y a un décalage entre le mot qu'on met derrière la loi de la raison d'être et la raison d'être dans son essence. À mon avis, les PME ne sont pas en retard sur la raison d'être, parce que la plupart des petites entreprises et des PME font de la raison d'être sans le savoir. C'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas exister si, justement, était intégrée dans leur stratégie business toute la dimension sociétale, parce que la plupart du temps, elles sont au cœur localement de là où ça se passe. Donc je dirais que c'est plus un problème de formalisation qu'elles ont, plutôt que est-ce qu'elles pensent que c'est bien ou pas bien. Et toujours une crainte, est-ce qu'elles auront les moyens, et là on arrive sur l'aspect juridique, de pouvoir répondre à la demande. Donc je pense qu'il y a un effet bénéfique, la première vague est excellente. Effectivement, le sondage l'indique un petit peu. Il ne faut surtout pas qu'à un moment donné, on se dise il y a plus d'inconvénients que d'avantages à le formaliser. Donc, et là, peut-être qu'il y a une segmentation, c'est que les grandes entreprises pensent pouvoir le formaliser, et ce qui est sans doute faux d'ailleurs, puisque je crois que la loi prévoit de la souplesse aussi dans la formalisation. Et donc moi, franchement, je trouve que ça arrive au bon moment pour des raisons toutes bêtes. C'est des raisons de la demande des trois parties prenantes, des clients, des actionnaires, parce que les actionnaires vont regarder de plus en plus dans leur stratégie d'investissement si l'entreprise s'est donné cette dimension-là. Et alors la difficulté après, c'est de l'écrire et d'éviter, et j'en finirai dans un premier tour là-dessus, d'aller vers des choses tarte à la crème. C'est-à-dire que le risque, c'est que tout le monde dise on veut satisfaire le client, le collaborateur et l'actionnaire. Là, c'est pas ça la raison d'être. La difficulté de la raison d'être, c'est de trouver quelque chose qui est spécifique, qui identifie l'entreprise et quelque part la différencie donc des autres entreprises. Donc, je donne mon exemple pour Vivendi. C'est numéro 1 mondial de la musique, on a Canal+, je suis PDG de Gameloft, donc des boîtes de jeux. Voilà, c'est le divertissement, donc on ne va pas aller trop vers l'environnemental seulement. Nous, on a pris les talents sont partout. Les talents sont partout, c'est à la fois une promesse business, parce que c'est bien dans la diversité qu'on va trouver la richesse de notre business, il faut l'assumer. Mais c'est aussi une promesse sociétale, c'est donner l'occasion à tout le monde de pouvoir accéder. Donc il y a des boîtes où ça se fait assez facilement, on l'a vu avec Europcar, il y en a pour qui ça va être plus compliqué. Et le danger, et comme vous l'avez dit, c'est de rentrer dans quelque chose de bateau qui finalement ne rentre pas dans cette spécificité. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire dans un premier temps. Monsieur de Romanet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à ce sondage ? J'ai noté 6 points. Le premier, la forte adhésion. La forte adhésion, ça montre, comme l'a opportunément dit Olivier Grégoire, que cette loi correspond au fond à une demande de nos compatriotes. Ça correspond à un état de la société. Le capitalisme exclusivement dédié au bien-être des actionnaires, c'est fini. Et il y avait un certain nombre de gens qui le disaient depuis assez longtemps. D'ailleurs, même si certains peuvent penser que c'est de la communication, le patron de Davos, Klaus Schwab,
se flattent d'avoir plaidé la théorie des parties prenantes depuis 50 ans. Et vous le savez, vous avez beaucoup d'économistes, de chercheurs qui se sont réunis dans ce qu'on a appelé le groupe des Bernardins, qui expliquent depuis 10 ans que l'entreprise n'appartient pas uniquement à ses actionnaires, mais aussi à ses clients, à ses fournisseurs, etc. etc. Donc, au fond, le premier point de ce sondage, c'est la grande adhésion à l'idée de la raison d'être dans les entreprises, c'est l'adhésion à la théorie des parties prenantes qui devient un fait de société. Le deuxième point, c'est le fait que le sondage montre que pour les sondés, donc, c'est principalement vers les collaborateurs que la raison d'être doit s'adresser. Enfin, c'est principalement aux collaborateurs qu'elle doit s'adresser, puis à l'environnement social, puis aux actionnaires. C'est tout à fait normal. Les sondés pensent qu'aujourd'hui, on s'occupe plus naturellement des actionnaires que des collaborateurs, et ils recommandent qu'on s'occupe plus directement des collaborateurs que des actionnaires. Donc, il n'y a rien de très normal. Le troisième point, sur le fait que la raison d'être, depuis la loi Pacte, s'applique de façon assez rapide. Je peux témoigner en tant que bénéficiaire d'une injonction du ministre de l'économie que ce n'est pas très difficile à faire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a écrit aux entreprises publiques au mois de novembre en nous disant « Messieurs et mesdames les patrons d'entreprises publiques, vous êtes priés d'avoir une raison d'être pour les statuts 2020. » C'est-à-dire que pour notre Assemblée générale 2020, nous allons devoir avoir une raison d'être et tenez-vous bien dans les statuts. On s'apprête à la présenter sans beaucoup de difficultés et je dois dire que cet exercice a été intéressant parce que, contrairement à un certain nombre de gens qui ont été sondés et qui disent qu'ils ont la crainte que ça soit irréversible, ce n'est pas du tout irréversible. Ce qu'une Assemblée générale fait, elle peut le défaire. Donc je crois qu'il faut rassurer les personnes qui pourraient être inquiètes. Sur les acteurs de la composition, enfin de la rédaction de la raison d'être, là, je crois que j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Dans une entreprise, la réflexion sur la raison d'être, ça peut être un moment de se poser des bonnes questions sur pourquoi on se lève le matin. Je vais vous donner un exemple qui concerne notre entreprise. Avant même les débats sur la raison d'être, nous nous sommes posé la question de savoir quel était notre client final. En 2012, quand je suis arrivé, le client final, c'était la compagnie aérienne. Et au fond, le passager, l'usager, ce n'était pas si important que ça. Si ces bagages arrivaient en retard, ce n'était pas de notre faute, c'était la faute du sous-traitant de la compagnie. Si la passerelle n'était pas là, c'était aussi le sous-traitant. Il y avait trop de files d'attente à la police aux frontières, ce n'était pas de notre faute, c'était de la faute de la police. Enfin, ce n'était jamais de notre faute. Bon. Et moi, j'ai grommelé et j'ai longtemps milité pour qu'on admette que le client final, c'était madame, monsieur, vous et moi, et pas la compagnie. Mais j'ai mis beaucoup de temps, parce que j'étais dans un monde d'ingénieurs, d'un monde d'exploitants d'aéroports, pour qui leur métier, c'était de fournir des passerelles aux compagnies, full stop. Et moi, je leur ai dit non, nous sommes un hôtel où personne ne dort, mais nous sommes un hôtel. Et aujourd'hui, lorsque nous avons rédigé notre raison d'être à l'occasion de cette demande du ministre Bruno Le Maire, nous avons eu une certaine unanimité de toutes nos parties prenantes, y compris les collaborateurs d'entreprise, pour mettre l'accueil et l'hospitalité au premier rang de la phrase qui vous sera révélée lors de notre Assemblée générale. Voilà. Et enfin, et je vais conclure parce que je serai beaucoup trop long, pour dire que je crois que vous connaissez la célèbre phrase de la motivation des salariés quand on voit un salarié qui pose une brique sur la route et qu'on lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il y en a un qui dit « Je pose une brique », l'autre qui dit « Je fais un mur », le troisième qui dit « Je fais une cathédrale ». Eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les déjeuners du dimanche ? Et je vais en terminer par là. Qu'est-ce que tu fais, toi qui travailles chez Danone ? Oh, ben moi, j'apporte la santé par l'alimentation au plus grand nombre. C'est quand même plus noble. Qu'est-ce que tu fais, toi qui es chez Atos ? Eh bien, moi, je contribue à façonner l'espace informationnel. Et là, vous en avez pour trois déjeuners du dimanche à expliquer ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a aussi des raisons d'être qui sont des matières à enseigner la philosophie et à faire de la glose, de l'exégèse, ou voilà. Donc, je crois qu'au total, c'est une invitation qui a été donnée par la loi qui va permettre aux entreprises de jouer un rôle dans la société qui va être de plus en plus grand. Les États n'ont plus d'argent. Les États n'ont plus nécessairement la disponibilité pour apporter un certain nombre de biens à la société. Résultat, elles demandent aux entreprises de le faire,
Mais pour que les entreprises le fassent, il faut qu'elles le fassent de façon ordonnée, en n'allant pas dans toutes les directions. Et c'est ce motif qui me conduit à penser que c'est une bonne initiative. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Écoute, moi j'ai hâte que tu m'invites à déjeuner un dimanche, Augustin. Avec des conversations comme ça. Oui, tu n'as pas cité la Maïf. Absolument. Non, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ce sondage, c'est moins la question de la notoriété de la raison d'être vu le panel des personnes interrogées. On pouvait s'attendre, c'est d'ailleurs peut-être la première réussite de législateur en réalité, hein, c'est que la raison d'être, au moins dans ce public de dirigeants d'entreprise, c'est déjà ça, est connue à je ne sais plus combien, 10% ou quelque chose comme ça. Donc c'est effectivement déjà une réussite. Non, moi c'est pas ça qui m'a le plus étonné, mais ce qui m'a le plus surpris et fait plaisir, pour être clair, c'est qu'il y a clairement aujourd'hui, et je pense qu'on aurait fait le même sondage il y a un an, on aurait eu des résultats assez radicalement différents. Il y a aujourd'hui une compréhension par les dirigeants qu'en effet est en train de naître et de grandir une attente sociale extrêmement forte à l'égard de l'entreprise. Qu'elle s'exprime par les consommateurs, qu'elle s'exprime par les salariés, qu'elle s'exprime d'ailleurs chez les candidats potentiels à un poste dans l'entreprise, ou même éventuellement qu'elle s'exprime du côté des épargnants. Il y a une attente sociale qui a changé à l'égard de l'entreprise. Hein, l'entreprise n'a plus... Ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais, Augustin, au tout début, n'est plus à elle-même sa propre finalité. L'entreprise, désormais, a un rôle social et une contribution à apporter, et elle est attendue pour cela. Et je crois que les dirigeants l'ont compris, hein, l'ont intégré, et en effet, à une très grande majorité, j'ai noté les chiffres, 94%, je crois, à la fois sont favorables à l'adoption de cette raison d'être, et non seulement sont favorables à l'adoption de cette raison d'être, mais ont parfaitement intégré que c'est une question d'alignement des intérêts. Et que pour aller peut-être convaincre un consommateur, pour retenir un salarié, pour recruter un talent, il faut que l'on soit capable dans l'entreprise désormais de donner du sens, au-delà simplement de produire un bien ou un service, ou au-delà simplement d'assurer une rentabilité, une pérennité à l'entreprise. On doit avoir une mission, entre guillemets, un sens qui dépasse largement son statut et son objet social. C'est en réalité une véritable révolution copernicienne. C'est une nouvelle manière de penser l'entreprise comme jamais on ne l'avait pensé depuis des décennies en réalité. Et je ne sais pas si on se rend totalement compte de ce mouvement qui est en train de se passer, de s'opérer, mais il y aura un avant et un après, je crois. Alors je ne sais pas si c'est un avant ou un après de la loi Pacte, ou si la loi Pacte est venue opportunément, et tant mieux, sanctionner un mouvement beaucoup plus profond. Mais en tout cas, ce que nous dit ce sondage, me semble-t-il, c'est vraiment la prise en compte de cette évolution. Et moi, à titre personnel, évidemment, je m'en réjouis. Hein. Ça a même été le thème d'un livre que j'ai rédigé. Donc, évidemment, je m'en réjouis complètement. Voilà. Merci. Donc, Pierre, Ignace, tu as la chance d'être le dernier à réagir en premier temps. Oui, et je crois que ça a bien été souligné. Le premier constat, c'est qu'on a là un sondage qui est extraordinairement encourageant, je trouve, puisque à la fois, on voit une très bonne compréhension du sujet. 84% des sondés qui disent qu'ils savent précisément ce dont il s'agit, et à la fois une forte adhésion, à la fois des sondés et, vous l'avez cité aussi, des salariés. Donc tout ça est, je trouve, profondément encourageant dans la logique qui vient d'être exposée. Alors, un peu pour susciter le débat, je vais formuler une inquiétude, parce que j'y vois aussi une pointe de précipitation, en fait. Quand on voit que un quart ont déjà formulé, pour un peu plus d'un quart, c'est en cours, on se dit, waouh, ils sont vraiment très, très réactifs. Et je crois qu'il y a derrière ça un petit risque, c'est de créer finalement un mouvement un peu rapide, un peu superficiel, qui en fait manque son but, en tout cas pour une partie des entreprises. Il y a un travail assez profond qui a été réalisé aux États-Unis d'analyse en fait du lien entre la performance sur le long terme de l'entreprise
et sa raison d'être, là où le purpose a été formulé. Il y a des travaux assez intéressants, un peu approfondis. Et en fait, les chercheurs ont montré qu'en fait, il y avait un impact sur la performance de long terme de l'entreprise si et seulement si il y avait eu un travail d'adhésion de l'ensemble du middle management à la formulation de la raison d'être. Et je crois que ça, c'est quand même un élément important qui doit nous inquiéter quand on voit des raisons d'être apparaître trop brutalement, trop rapidement en label sur le fronton d'une entreprise. Et je crois aussi que la réalité, c'est qu'une raison d'être, ça a été dit, elle n'a de crédibilité et de légitimité que si elle a une prise sur la stratégie de l'entreprise. La stratégie, c'est le comment. La raison d'être, c'est où est-ce qu'on va. La stratégie, c'est le comment. Si une raison d'être n'a pas de prise sur la stratégie, c'est qu'on est en train de manquer son but. Et dans nos travaux au quotidien, chez nos clients, ce qu'on constate, c'est que la raison d'être, elle se traduit en général à 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est un peu des choix, je dirais, d'hygiène de fonctionnement. Par exemple, une entreprise qui affiche une raison d'être forte sur l'environnement, elle va faire attention à ce que la politique sur les voitures de fonction dissuade les V8 diesel. Voilà. Il y a donc un certain nombre de mesures, je dirais, de bon fonctionnement et de cohérence. Ensuite, et de façon plus importante, il y a des éléments d'allocation de ressources. Et en général, d'allocation de ressources financières et d'allocation de ressources humaines. Où est-ce qu'on va mettre nos moyens ? Et ça prend un peu de temps. Ça prend le temps d'y réfléchir, ça prend le temps de faire des choix. Et dans certains cas, et c'est là que c'est le plus, ça on rentre dans le dur, que ça devient difficile, il y a des tiraillements, il y a des tensions entre les intérêts de différentes parties prenantes. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on arrive, je dirais, au nœud gordien. Je voudrais citer une anecdote. C'est public. La chaîne de pharmacie CVS aux États-Unis, qui est une très grande chaîne de pharmacie, qui doit faire plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, a formulé il y a 5 ans une raison d'être, un purpose, qui était en fait de participer à la bonne santé de ses clients. C'est logique. Ils se sont rendus compte que dans leur pharmacie, parce que c'est une pharmacie à l'américaine, on vendait aussi du tabac. Et ça a suscité débat. Et il y avait quand même 2 milliards de chiffre d'affaires, qui étaient en jeu en vente de cigarettes dans les pharmacies CVS. Ils ont décidé d'arrêter de vendre du tabac. Et donc, ils ont dû faire accepter, notamment à leurs actionnaires, le fait qu'ils allaient laisser tomber 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je crois que c'est quand on en arrive là qu'on est vraiment dans le dur. Et je crois que c'est là le signe que, réellement, on est authentique sur sa raison d'être. Merci. Je pense que Madame la députée voulait réagir. Je confirme. En fait, je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit et ce que vous venez de dire notamment. Moi, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, mais il y a quand même une convergence entre ce que vous disiez, Monsieur Roussel, et vous-même, parce que je pense que certaines entreprises, et je prends votre point sur les PME, parce qu'en fait, quand tu montes une PME, j'ai tenté de le faire très modestement, évidemment, l'attribut compétitif, la différenciation concurrentielle, elle est absolument stratégique dans la mesure où si tu n'as pas des investissements faramineux, il faut aller dans la bonne niche, sur le bon marché, avec les bons partenaires. Bon. Et donc, c'est vrai, et je prends votre point, Monsieur Roussel, qu'il y a sûrement pas mal de PME, pas mal de boîtes qui avaient, je dirais, la raison d'être déjà dans leur esprit, dans leur cœur de métier, pour rester en français, et qui, en fait, le texte arrivant, vont peut-être un peu plus vite, mais je préfère que ça aille dans ce sens que dans l'autre, parce qu'elle l'avait déjà ex ante. On peut parler en latin, en revanche. Je ne prends pas de risque. Cool. Et donc, c'est vrai que j'entends votre point. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais j'entends votre point aussi, qui est qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et je pense qu'effectivement, peut-être que la masse soulignée par l'échantillon de l'IFOP aux alentours de 20% est intéressante, parce que je pense que ça correspond au nombre d'entreprises qu'il avait peut-être déjà intégrées. J'ajoute à ça un deuxième point, c'est que peut-être, et je le dis modestement, faut-il voir dans la façon dont le législateur et l'exécutif a préparé cette loi, une des raisons pour lesquelles, il y a une appropriation, en tout cas une connaissance qui n'est pas faible, et deuxièmement, qu'elle semble assez adaptée, en tout cas libre, et qu'elle est considérée comme une boîte à outils, notamment sur la raison d'être. Vous en voulez, vous prenez, vous en voulez pas, vous prenez pas. Il n'y a pas de coercition. Mais c'est parce qu'on l'a fait avec les entrepreneurs. Et j'étais dedans, donc j'en suis un témoin vivant. Et ceux qui diront le contraire, je suis à votre disposition, parce qu'on a passé des mois
à écouter des vrais entrepreneurs de la vraie vie qui ont vraiment les mains dedans, des vraies fédérations d'entrepreneurs, des vrais indépendants, pour justement préparer une loi qui soit pas obligeante, mais qui soit source de compétitivité aussi. On va en parler, je pense qu'il faut en parler, et de responsabilisation plus largement du capitalisme, ce qui, je pense, nous intéresse tous autour de cette table. Donc je pense que peut-être dans la façon de préparer la loi, c'est peut-être pas anodin le fait d'intégrer des entrepreneurs et la vie économique à la rédaction de la loi permet, je pense parfois, d'éviter certains écueils technocratiques ou d'inadaptation du texte de loi, et j'en suis ravi si on a pu y contribuer. Il y a une chose qu'a dit M. Augustin de Romanet qui est très juste, et je crois qu'il faut tous, mais vous le savez, qu'on vive avec aujourd'hui. Et moi, je ne crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Alors, c'est peut-être mon origine plutôt libérale qu'il pense ainsi, mais je pense qu'effectivement, les États sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire sur un certain nombre de sujets. On parle souvent du bien commun, et je pense que, et je suis un peu légitime là-dessus, parce que j'ai fait, allez, vous encore plus remarquer, Augustin, et de la politique et de l'entreprise. Et en fait, j'ai de cesse de dire qu'on fait de la politique dans l'entreprise. On fait moins d'entreprises dans la politique, mais on fait de la politique dans l'entreprise. Et c'est bien que des grandes entreprises, notamment jusqu'à des moyennes et des plus petites, mais que de très grandes entreprises prennent ce positionnement à bras-le-corps et interviennent aujourd'hui sur de nombre de sujets de bien commun où il faut reconnaître, et moi je le reconnais sans embâche, que les États n'ont plus nécessairement les moyens de leurs ambitions face à certaines problématiques. Je pense par exemple au dérèglement climatique. On le voit bien, un État seul, même une coalition d'États, on le voit en Europe, ne sont pas souvent suffisants pour parvenir à poser les sujets. Dans l'étude, parce que j'avais donné un point qui me semblait important, je voudrais souligner 2-3 autres choses. Ici, on peut le dire, donc je vais le dire avec force. Oui, la raison d'être et plus largement la fusée qu'on a essayé de bâtir peut être, et je ne dirais pas doit, mais en tout cas peut être considérée comme un atout commercial, comme un attribut de compétitivité. Et là encore, ça n'est pas grave, si tant est que ce soit fondé et si tant est que ce soit vrai. Ce que vous disiez, très juste, sur parfois les conflits que rencontrent les faiseurs de raison d'être dans les perceptions de parties prenantes. Mais ces conflits-là, c'est l'avantage de l'expérience. Moi, je les ai déjà vécus en 2008, et vous aussi, sur la RSE. Je ne dirais pas où ni qui, mais le nombre de directeurs financiers que j'ai pu voir entre 2007 et 2010, parce que je ne faisais pas de politique et j'étais dans l'entreprise, j'étais passionné de RSE, avec le C3D notamment, le nombre de dirigeants qu'on a pu aller voir, de DAF, qui nous ont dit, nous, on ne peut pas, donc la parité, et bien souvent, pardon mesdames, ça marche ensemble, la parité et les personnes handicapées, on préfère faire un chèque plutôt que d'aller faire converger des stratégies qu'on n'arrive pas à gérer et qui nous font perdre de la marge. Il ne faut pas se compter fleurette. Et donc on a vécu ces difficultés. On a vu à quel point la crise de 2008 avait fait tanguer pour aller vite la RSE. Et puis il y a une forme d'écumage naturel. L'entreprise, c'est comme la vie, et la politique, c'est aussi la vie. C'est-à-dire que les entreprises qui ont pu mentir sur leur engagement, comme le disent les plus jeunes, elles se sont fait griller. Et dans cet univers de plus jeunes qui cherchent du sens, se faire griller sur sa raison d'être, c'est très grave. On l'a vu récemment avec une marque française, que je ne citerai pas. C'est très grave. Et on appelle ça risque d'image, etc. Mais pour moi, c'est bien plus grave. C'est risque de mort. C'est pas un risque d'image. Malgré tout le talent des communicants et des sondeurs et des acteurs de ces terrains-là, il y a des chemins que tu ne peux pas rattraper quand tu fais des erreurs là-dessus. Donc, la raison commerciale, oui. Il y a une chose que je trouve intéressante dans votre étude, c'est que, et qui me rassure, alors peut-être l'avez-vous pas posé, mais j'ai pas vu, non, ça nous intéresse pas et on ne le fera jamais. Peut-être. Oui, on a poussé un petit quart qui ne l'a pas fait. Mais ça veut pas dire que ceux qui le font jamais. Voilà, et donc ça, je trouve ça intéressant parce que même ceux qui ne le font pas, quand moi j'ai décidé d'être optimiste en faisant de la politique, ça me laisse penser que peut-être un jour, notamment par l'impulsion des autres, ils le feront. Donc je vois pas de refus majeur et fondé a priori. Et pour terminer, sur la mise en œuvre effective, vous avez posé la question des cibles. Qui ? Donc top management, on arrive ensuite au middle management et ça va me permettre de conclure sur vos propos. Moi, je suis ravi de l'ordre dans lequel c'est ranké, comme on dit en bon français, parce que oui, la mise en œuvre, elle doit d'abord et avant tout être opérationnelle et donc aux mains des managers et des directeurs des opérations, et avec tout l'amour que j'ai pour la communication, puisque je viens de là,
je suis ravi de voir que le directeur de la communication est pas en top, mais ça signifie aussi en creux que ça n'est pas un apparat de communication. Le cas échéant, vous auriez eu le DIRCOM en premier niveau pour mettre en œuvre la raison d'être. La raison d'être, c'est pas un claim, c'est pas un slogan. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux que ça. En ça, que le directeur de la communication ne soit pas en première ligne, qu'il soit bien sûr dans les priorités, mais pas dans la priorité absolue de l'exécution, me semble cohérent. Voilà en un mot ce que je voulais dire, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Mais je pense que ce sont des éléments importants, et je le redirai tout à l'heure. Je considère le premier étage de la fusée comme peut-être pas une révolution copernicienne, en tout cas, c'est pas à moi de le dire. Ayant présidé cette commission, je ne peux pas le dire. En revanche, je sais que ça ouvre des portes dont certains, et notamment dans le champ politique, et donc c'est mon travail aujourd'hui, ne mesurent pas à quel point l'impact peut être puissant. J'aurais plaisir à en parler en conclusion, mais la raison d'être, c'est en réalité le premier pas sur un chemin qui va être devoir mener par la France, par l'Europe, sur des sujets très sérieux, et c'est loin d'être un apparat de communication. Merci. Monsieur Deverger, vous avez été une des premières entreprises à vous lancer, avec quelques mois, bientôt un an d'ailleurs. Hein. Quel est le retour ? Quels sont les retours et comment vous pouvez nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des conseils que vous pourriez donner ? Oh, alors des conseils, je ne sais pas si je suis en mesure d'en donner. 2 ou 3 choses. D'abord, effectivement, nous, ça fait en réalité plusieurs années que l'on essaye de construire un modèle d'entreprise qui repose précisément sur l'alignement des intérêts. L'alignement des intérêts de nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos clients, que ce soit l'environnement même de l'entreprise, avec les intérêts de l'entreprise. Et on ne dissocie pas la recherche d'impact, l'engagement de l'entreprise, la recherche d'impact pour le bien commun ou la recherche d'impact pour nos parties prenantes plus immédiates, hein, pour l'épanouissement de nos collaborateurs, pour la satisfaction de nos clients. On ne dissocie pas tout ça de la performance de l'entreprise, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, on mesure les résultats de l'entreprise, on pilote l'entreprise en réalité, des choses aussi simples que l'accord d'intéressement par exemple, à travers ce qu'on appelle un quadriptyque. Dans l'accord d'intéressement, typiquement, je trouve que c'est une bonne illustration, dans l'accord d'intéressement, typiquement, nous avons des objectifs qui relèvent de 4 champs différents. Le premier champ, c'est la mesure de l'épanouissement des collaborateurs. Et ça fait partie des outils de pilotage, des outils à la fois d'intéressement du top management, mais aussi de l'ensemble du corps social. Et puis des indicateurs mesurant le niveau de satisfaction de nos clients. Des indicateurs mesurant le niveau d'impact que l'on a sur la société et sur l'environnement. Et puis, in fine seulement, des indicateurs de performance. Et on essaye de modéliser l'impact des 3 premiers champs sur le 4e. En quoi ce management différent, en quoi cette qualité de relation client, en quoi cette recherche d'impact nourrissent la performance à travers l'engagement des premiers, la fidélité des seconds, l'image de l'entreprise à travers le 3e, etc. Donc c'est bien un modèle cohérent en réalité que l'on essaie de construire, et ça depuis extrêmement longtemps. Donc évidemment, quand la loi Pacte est intervenue, et avant le travail de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, et avant en effet les réflexions du Collège des Bernardins, hein, qui a précédé tout cela, on a été très, vigilant, hein, et très intéressé par ces réflexions, parce qu'elles vont complètement dans le sens de l'entreprise que l'on souhaite et que l'on a déjà largement essayé de construire. Alors après, sur la raison d'être elle-même, moi, mon expérience est un tout petit peu différente de celle d'Aéroports de Paris, sans doute parce qu'on est moins agile, mais on a mis très longtemps à la définir. Ça a été un exercice extrêmement difficile, long,
Alors même d'ailleurs qu'on était sur un terreau qui normalement était favorable, parce que c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Je rejoins complètement ce que disait Pierre Ignace tout à l'heure d'ailleurs. Il doit y avoir clairement une cohérence entre la raison d'être telle qu'elle est définie et la stratégie telle qu'elle la met en œuvre. Autrement ça ne sert à rien. Donc à la fois le terreau était extrêmement favorable et en même temps l'exercice un peu précis et un peu sincère de formulation, de formalisation de cette raison d'être exige à la fois de se référer, comme le nom l'indique d'ailleurs, un raison d'être, c'est ce qui précède l'existence même de l'entreprise. Donc il faut retourner jusqu'aux intentions finalement de ses fondateurs. Évidemment, toute son histoire, toute sa culture, qu'est-ce que cette entreprise nous dit, porte en elle-même de fondamental et que l'on ne doit évidemment pas trahir dans la raison d'être. Et en même temps, se projeter dans du très long terme, parce que cette raison d'être, elle a vocation à être pérenne et à configurer, à orienter, à éclairer, à colorer au fond l'entreprise, y compris sur le long terme. Et donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne modestement, ça a été un exercice qui nous a pris plus de 18 mois en réalité dans sa formalisation. Merci. Et vous avez parlé il y a quelques minutes d'un livre. Oui, Olivia disait que au fond, elle trouvait que l'entreprise devait être politique. Voilà. Je le recommande parce qu'il ne va pas le faire, parce que je l'ai déjà vu, il ne le recommande pas. Je recommande à tous, et je n'ai pas d'intérêt dans l'édition, le formidable livre de Pascal Demurger, dont le titre veut tout dire, et qui est profondément remarquable, qui est d'ailleurs en lice, et lu par les députés, puisqu'il est probablement, et je te le souhaite, un des livres qui sera sélectionné dans le cadre des jurys des livres économiques, notamment. L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas. Absolument. Donc c'était. Je le dis aussi, c'est Merci, c'est gentil. Et donc oui, effectivement, alors c'est un livre qui à la fois fait le constat de ce que l'on remarquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de cette attente sociale devant en effet des pouvoirs publics qui ne sont plus aussi omnipotents qu'ils l'étaient et qui ont besoin de voir leur action complétée, y compris par celle des entreprises. Donc une attente est challengée, donc une attente à l'égard de l'entreprise de plus en plus forte, et puis qui fait au fond qui expose en quelque sorte ce que la Maïf a mis en œuvre depuis déjà pas mal d'années dans j'espère, une forme de cohérence entre sa stratégie, sa performance et son engagement. Et véritablement, et ça c'est en tout cas pour moi une source d'optimisme assez forte, véritablement, non seulement je crois, mais je sais d'expérience désormais que l'on peut effectivement bâtir des business models qui permettent d'augmenter considérablement la performance. En 10 ans, la Maïf a multiplié ses résultats par 15. En fondant cette performance sur une forme d'engagement et sur la prise en compte de l'intérêt, de l'attente, de l'aspiration de ces parties prenantes. Merci. Stéphane? On a mis du temps aussi, on n'a pas fini. Donc effectivement, parce qu'on a l'obstacle d'après, c'est d'avoir des actions qui prouvent que tout ça est vrai. Et l'écriture, je vous l'ai décrit tout à l'heure pour ce qui est le témoignage de Vivendi, c'est parfois plus facile pour certaines sociétés que d'autres, du fait même que parfois l'évidence est là, quoi. C'est vrai que dans notre cas, c'est assez facile à décrire. Pour d'autres entreprises, c'est plus dur. Mais le vrai obstacle, après, c'est la preuve dans toutes les décisions qui vont être prises business. On a vu l'exemple de la pharmacie, mais aussi dans les actions sociétales ou environnementales. C'est-à-dire qu'il faut que dans les choix d'action, de mécénat, etc., il y ait une cohérence avec cette raison d'être. C'est-à-dire que c'est fini le temps de la danseuse, du PDG qui aime l'opéra, qui va donner de l'argent à l'opéra, alors que ça n'a rien à voir avec sa raison d'être. Ou pour nous, Vivendi, d'aller ramasser les algues sur les plages en Bretagne, c'est certainement utile, mais ça n'a aucun sens avec ce que fait Vivendi. Donc la difficulté qu'on a là maintenant, c'est de dire, attendez, on va faire le tri dans toutes les actions qu'on faisait pour qu'elles aient un sens sociétal et business. Donc, pour nous, il vaut mieux mettre de l'argent dans l'orchestre à l'école, donner des instruments à des enfants qui ne peuvent pas avoir accès. C'est l'égalité des chances pour devenir journaliste.
C'est lié au métier. Donc ça pousse à une réflexion, ou pour la musique, de faire des studios tournants en Afrique pour aller chercher les meilleurs talents, ce qui a un sens business, mais ça a un sens sociétal. Ce qui est compliqué maintenant, c'est d'aller avoir des preuves terrain, parce que sinon, les gens ne vont pas marcher, les collaborateurs en premier. Si vous avez une déconnexion entre vos engagements sociétaux et votre raison d'être, ça ne marche pas non plus. Donc il y a la cohérence business que vous avez soulignée, et il y a la cohérence sociétale, c'est ça qu'on est en train de finaliser. Et puis l'autre preuve pour montrer que c'est pas pour la frime, et vous l'avez évoqué, c'est il faut que ça soit vrai aussi dans le mode de rémunération, et il faut l'intégrer. Donc là, on l'intègre de manière assez proactive sur le bonus des dirigeants, que ce ne soit pas quelque chose d'à part, que ce soit, puisqu'on croit que c'est bon pour la société, eh bien, il faut que ça se traduise dans les rémunérations. Donc ça, c'est un sujet important, et il faut trouver le bon indicateur pour le faire. Et alors, le témoignage, j'élargis un peu parce que j'ai la chance d'être à la fois président du club de l'excellence, mais également j'ai accepté de reprendre le flambeau sur la présidence des entreprises pour la cité, qui avait été créée par Claude Bébéard dans les années 80, et qui déjà travaillait, finalement, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était un peu pour la cité avec un grand C. Alors ça a eu un moment creux dans les années 2000, parce qu'on disait mais il y a tellement de choses à résoudre avant, et là, je vois bien qu'il y a de nouveau quelque chose de très fort qui se passe dans tout le réseau, pour dire aidez-nous. Et là, il y a une demande d'aider à accoucher des raisons d'être. C'est-à-dire que c'est un vrai travail. Alors, encore une fois, les grandes entreprises peuvent payer des gens pour le faire, à la limite. Mais il y a beaucoup d'aide extérieure nécessaire pour, quelque part, aider à formaliser. Parce qu'encore une fois, pour que ça soit durable, il faut des preuves concrètes et que tout ça, ça soit cohérent. Et c'est vraiment important. Et je remercie encore Edgar d'avoir l'idée, avec ce Why Project Raison d'être, d'avoir tout de suite compris que là, il y avait besoin d'échanger entre nous pour essayer de voir les meilleures pratiques sur ce sujet. Merci. Une chose que je voulais dire simplement, mais je pense que vous êtes tous en tant qu'acteurs économiques d'accord, mais on a souvent beaucoup attendu de l'État, un peu trop à mon goût, mais ça n'est que mon goût. Moi, ça me rassure et limite, ça m'encourage de voir que on n'a pas besoin d'être dans une logique de contrôle et d'obligation. On est arrivé dans une époque où le contrôle et l'évaluation, elle est faite par le destinataire final, notamment quand on va dans vos aéroports, monsieur Augustin de Romanet, que je fréquente assez souvent, on est sollicité tout au long du parcours client pour donner, nous, destinataires finaux, notre sentiment. Et en fait, ce n'est pas l'État qui viendra vous contrôler, je parle de raison d'être, qui viendra contrôler et taper en cas de divergence, c'est le marché. Et moi, ça me rassure. Et les consommateurs, c'est bien plus puissant que l'État. Merci, Pierre Ignace. Oui, je voulais revenir sur le point de la cohérence entre la raison d'être et la performance économique. Et je crois vraiment, sans naïveté, qu'il faut être très conscient que la raison d'être contribue à la performance économique de l'entreprise dans la durée. Et je vais vous donner 5 dimensions sur lesquelles je crois que c'est tout à fait prouvé dans le constat que l'on fait dans la durée auprès des entreprises. Le premier a déjà été cité dans plusieurs reprises ce matin, c'est la capacité à recruter et l'engagement des collaborateurs. Et on sait que si on n'a pas accès aux ressources humaines et aux compétences et aux talents, on ne va pas y arriver. Premier sujet. Deuxième sujet, et de façon croissante, l'accès aux ressources financières. Quand vous pouvez émettre une project bond qui va coûter 30 points de base de moins qu'un financement normal ou classique, eh bien, ça veut dire que, d'une certaine manière, vous allez payer moins cher vos ressources financières, vous aurez peut-être plus accès aux ressources financières que si vous n'avez rien à raconter sur le plan sociétal à vos investisseurs. Et il y a bien d'autres dimensions. Troisième dimension, la question de la résilience. Ça a été cité aussi par vous, madame. Vous parliez de cette marque qui avait vécu des moments difficiles. On l'a vu dans le passé, c'est tout à fait public. Il y a quelques années, Nike avait eu un énorme problème parce qu'ils avaient découvert que c'était des enfants qui fabriquaient leurs chaussures quelque part en Asie. Les ventes ont chuté de façon radicale pendant l'espace de 9 mois. La performance de l'entreprise en a souffert profondément et la prime de risque sur cette entreprise a augmenté de façon radicale. Donc la résilience de l'entreprise, elle passe aussi par ses engagements sociétaux. Troisième sujet. Quatrième sujet, c'est la question de l'accès au marché. Quand on a un track record, vous me permettez
l'anglicisme. Si c'est pour vous, parce que je me suis fait alpaguer, donc moi je partage avec vous, et donc je fais attention aux anglicismes. Voilà. Mais moi je suis une politique, donc c'est normal que je me fasse alpaguer. Quand on a un Vous, track ça passera, record, je pense. quand on a un track record de réussite sur le plan de notre impact dans la société autour de nous, on a plus facilement accès à des nouveaux marchés. C'est évident dans des domaines comme par exemple les ressources naturelles. L'entreprise minière qui a vécu des catastrophes ou provoqué des catastrophes là où elle avait des opérations, la prochaine fois qu'elle va chercher à avoir une concession, ça va être beaucoup plus difficile. Donc accès au marché. Et puis le dernier point, c'est l'innovation. Je crois qu'on oublie trop souvent que la raison d'être, c'est aussi une façon de prendre du recul. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est là ? Quelle est notre utilité ? Et quand on prend du recul, ça force à réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on va faire. Parce que cette utilité qu'on a déterminée, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre ? Et cette réflexion-là, elle va permettre aussi d'ouvrir le champ. Je donne juste un exemple un peu banal, mais une entreprise qui fabriquait des ampoules à filaments. Très bien, avec l'arrivée du LED, c'est fini, hein, on peut fermer boutique. S'il a défini sa raison d'être comme, mettons, fabriquer des systèmes d'éclairage, du coup, ça force la réflexion collective de l'entreprise à un autre niveau, avec une lentille beaucoup plus large, et ça va lui permettre de voir ce qui se passe et de l'intégrer beaucoup plus naturellement dans ses processus internes. Et je crois que, voilà, je ne vais pas être plus long, mais reconnaître qu'il y a une vraie cohérence entre la performance financière et une raison d'être bien pensée, je pense que c'est vraiment important, sans naïveté à nouveau. Merci. Peut-être une question à Augustin. Comme il l'a dit, il a reçu une lettre lui disant il faut pour la prochaine Assemblée générale définir votre raison d'être. C'est un peu contradictoire par rapport aux propos... Laissez-moi terminer. C'est un peu contradictoire par rapport aux propos de la loi qui dit qu'on peut, on ne peut pas, c'est chacun qui décide. Comment on le traduit par rapport à cette urgence, en quelque sorte, d'avoir quelques mois pour y arriver? Alors c'est un petit clin d'œil, hein, c'est pour sortir un petit peu simplement des explications habituelles. Faisant l'hypothèse optimiste que nul ne fait le mal volontairement, on y voit un acte extrêmement gratifiant de confiance, puisque le ministre fait l'hypothèse que nous étions tellement bien préparés que nous n'avons eu aucun problème à le faire. Et ça me permet de répondre à Pascal que nous ne sommes pas du tout plus intelligents que la Maïf, sauf qu'effectivement, il est possible qu'on y ait un peu pensé avant. Donc, nous avons pu associer notre middle management, notre conseil d'administration, notre comité des parties prenantes, etc., etc. Et je pense que le ministre a eu raison de lancer le mouvement avec les entreprises dont il est actionnaire, puisqu'après tout, nous sommes possédés par cet actionnaire majoritaire. Absolument. C'est en fait très positif et c'est le sens de ma question initiale pour pouvoir démontrer que peut-être on pourrait demander à Madame... Moi, si vous permettez, j'irai juste 3/10 de mot en conclusion, parce que je voudrais juste renverser un peu le propos 2 secondes pour provoquer un peu Madame Grégoire. Parce qu'au fond, d'abord, je veux quand même lui rendre hommage, parce que c'est vrai que le travail législatif qui a été fait était formidable. Et ça, il faut lui en donner acte. Cela dit, tout ce qui a été dit sur le fait que les entreprises qui respectent toutes leurs parties prenantes et qui se donnent le temps de la réflexion sur la raison d'être sont plus performantes est vrai. Mais il faudra aussi se rendre compte que quelle que soit la vertu des entreprises, quelle que soit la qualité de leur réflexion, etc., l'État conserve des missions qui sont irréductibles. Et on ne pourra pas demander aux entreprises, même si elles font du mécénat, etc., qu'elles sont toutes gentilles, la police, la justice, l'éducation, la politique de santé publique, c'est du domaine de l'État. Et donc, il y a aussi une question à se poser, qui est celle du recentrage de l'État sur sa raison d'être, qui est d'être un stratège. Merci. Et ce stratège, il doit avoir, comme le disait très bien Pierre Ignace, la capacité à recruter des talents, la capacité à avoir des ressources financières, donc pas trop de déficit, à inspirer la confiance et à être résilient, etc., etc. Donc je pense que, et c'est la petite limite que je mets à tout ça, autant je suis d'accord pour le fait qu'on demande beaucoup aux entreprises et qu'elles doivent prendre en charge beaucoup de choses,
Mais ça ne doit pas du tout nous conduire à négliger le fait qu'on a aussi besoin d'un État qui soit très dynamique, très structuré, très puissant, parce qu'il a des missions qu'on ne peut pas déléguer aux entreprises. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci. Il n'y a aucune divergence entre ce que vous venez de dire et ce que je pense. Après, je vais vous piquer l'expression la raison d'être de l'État. Mais si j'applique ce que je disais à M. Roussel il y a quelques minutes, je me projette juste dans ma tête, je me dis, si c'est la sanction du marché, ça risque d'être difficile. Parce que la sanction du marché citoyen, dépassons la problématique électorale, mais elle risque d'être presque plus que dure, cinglante. Vous avez raison. En réalité, la raison d'être de l'État étant, si je me réfère à mes cours de droit constitue qui ont quelques années quand même, d'assurer les fondamentaux et les missions fondamentales de la cité. Je suis d'accord sur le recentrage. Après, quand on est dedans, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est très compliqué parce que quand on est dehors, on dit qu'il faut se concentrer et faire des priorités. Et quand on est dedans, et vous y avez été à bien plus haut niveau que moi, on voit aussi la foultitude d'enjeux, de problématiques, que ce soit en matière de santé, en matière sociale. Bon. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais vous le savez, de trier. Je pense notamment en matière de santé. Enfin, je veux dire... Oui, moi je fais partie de ceux qui connaissent un peu la santé et qui estiment qu'en matière de prévention, on n'est pas à la hauteur de ce qui devrait faire, de ce qui devrait être fait, et c'est une lapalissade, ça fait 20 ans qu'on le dit. Mais si je dis ça, je prends un exemple, au moment où si je dis qu'il faut 15 milliards sur la prévention aujourd'hui, en tant que vice-présidente aux finances, il va falloir que je les trouve. Ça se trouve, mais ça ne se trouve pas sous la botte d'un cheval, et ça se trouve en départissant certains soutiens financiers à d'autres maladies, par exemple. Et on se retrouve dans une situation que vous connaissez parce que vous êtes un grand commis d'État et vous l'avez pratiqué. La priorisation dans l'entreprise, c'est déjà pas facile. La priorisation dans l'État, elle est extrêmement difficile. Je laisse à qui de droit, et j'y ai été confronté, le fait d'aller expliquer pendant un rapport PLFSS qu'il faut faire de la prévention, donc on ne finance plus la recherche sur les maladies rares. Ça, faut aller l'expliquer aussi. Et donc, c'est aussi la difficulté de l'État aujourd'hui, c'est que à dette maximum, puisqu'on est aujourd'hui au maximum, et ça fait plusieurs années, les marges demeurent certes réelles, mais un peu restreintes. Ça ne justifie pas que l'État abandonne ni le régalien, ni les missions fondamentales. Je ne suis pas ici pour en parler, mais sur les missions fondamentales, je signe ce que nous faisons depuis 3 ans, les yeux fermés. Parce que justement, on met... et c'est un peu trivial, pardonnez-moi, mais le paquet sur des missions qu'on estime fondamentales, je pense notamment à l'éducation ou à l'apprentissage et la formation, et on se fait taper, mais il faut assumer, sinon on ne fait pas de politique, parce qu'il faut bien aussi faire des choix, et pour le financer à quasiment 100% de dette, il faut bien départir certaines business units dans la vie de l'entreprise qui correspondent à des actions ministérielles. Donc oui, Augustin de Romanet a raison, mais non, je ne sais pas comment on fait. Mais oui, on pourrait peut-être en parler pour voir comment on pourrait améliorer les choses, parce que votre expérience serait fort utile. Mais on a beaucoup de boulot, surtout sur le dernier point, la confiance et la résilience vis-à-vis de l'État. Mais ça, je pense que Frédéric Dabi est plus calé que moi pour en parler. C'est très bien, puisqu'il voulait prendre la parole. Merci. J'ai trouvé cet échange extrêmement intéressant quand on interroge les Français. Et j'ai 2 enquêtes en tête. Une qu'on a diffusée la semaine dernière pour Philosophie Magazine sur une sorte de match sphère publique, entreprise, sur toute une série de sujets. Clairement, il n'y a plus de bataille d'Hernani sur toute une série de sujets, c'est-à-dire par exemple la sécurité. Les Français ont intériorisé que les moyens de l'État ont plutôt diminué et on est prêt à une part de sécurité privée, mais sur ces missions fondamentales dont parlait M. de Romanet, on attend avant tout l'État. Mais très clairement, il y a une montée en puissance de l'entreprise comme acteur, alors supplétif, ce n'est pas le terme, comme acteur partenaire. Une enquête menée en France, en Allemagne et en Pologne l'année dernière pour l'Institut du capitalisme responsable sur des questions comme le dérèglement climatique, le pouvoir d'achat, des questions extrêmement larges, mettez l'État et les entreprises au coude à coude. Et Olivia, tu parlais, oui, du libéralisme en France.
l'écart État-entreprise était très bas en France, aussi bas qu'en Allemagne. Il y a eu, même si le mot libéral ou libéralisme reste toujours une cible et tout le monde a en tête les 4%, 3,5% d'Alain Madelin en 2002, il n'y a pas de débouché politique réel, mais en tout cas, les esprits changent là-dessus. Et très, très clairement, on attend les entreprises, même si l'État doit avoir le dernier mot sur ses missions régaliennes. Merci. Donc, je voudrais demander à chacun des intervenants, sauf Madame la députée, puisqu'elle va avoir l'occasion de conclure cette matinée, de nous dire un dernier mot sur la raison d'être et une sorte de, je dirais, de lancer à l'opinion, à toutes les personnes qui sont ici présentes, ce qu'ils voudraient partager par rapport à cette fusée, puisque j'ai bien cru comprendre qu'on n'en est qu'au premier niveau, premier étage, et qu'il y en aura d'autres. Donc c'est qu'un début d'une nouvelle aventure. Donc un mot de fin, de conclusion de chacun d'entre vous, commençant par Stéphane. Je dirais que la fusée est bien partie. Et je remercie Madame la députée et l'État d'avoir pensé ça avec l'entreprise. Donc pour rebondir sur le dernier propos, là on a des chances de réussir, c'est qu'on ne le fait pas en séquentiel. Si on continue à le faire ensemble, il y a des grandes chances que ça fonctionne et ce n'est pas si fréquent en France. On dit souvent qu'il y a deux mondes, il y a le monde du privé et de l'État, que les deux communiquent mal. On l'a beaucoup dans l'éducation, cette division. On a l'impression que le monde de l'éducation est complètement séparé du monde professionnel, que la France est championne du monde pour donner une culture générale à un plus grand nombre, mais par contre a du mal à les préparer au milieu professionnel. Là, pour une fois, donc il faut quand même faut arrêter d'être négatif. Là, c'est pris par le bon bout, donc je suis très optimiste pour la suite. Merci Stéphane. On va peut-être rester dans l'image de la fusée. Alors effectivement, ce premier étage de la raison d'être, on le voit, est très largement partagé avec énormément d'entreprises qui veulent s'y engager. Et c'est très heureux et moi j'en suis ravi. Ça ne demeure que le premier étage. Il y a en effet le deuxième étage, entreprise à mission, société à mission, qui est déjà plus exigeant, qui impose à l'entreprise à la fois la définition d'objectifs précis, inscrits dans les statuts, déclinés ensuite dans des feuilles de route annuelles ou pluriannuelles, mais inscrits dans les statuts. Et puis, ça suppose également de se soumettre à un contrôle à la fois externe, un organisme tiers indépendant, et puis un contrôle interne, puisqu'il faut constituer un comité de mission, un comité de suivi de la mission. Et évidemment, on voit bien que là, il y a déjà un premier niveau d'engagement, et en tout cas d'engagement public, puisque ces objectifs sont évidemment publics et puisqu'il doit y avoir un rapport annuel sur la manière dont ces engagements ont été retenus. Je pense que cet étage, évidemment plus contraignant, est aussi de nature à beaucoup plus stimuler, faire bouger l'entreprise. Et puis moi, dans mes rêves les plus fous, il y aurait un troisième étage, et qui est en réalité le véritable juge de paix de ce mouvement-là. Ce troisième étage, c'est au fond avoir, et de manière partagée, parce qu'il en existe aujourd'hui, mais qui sont relativement peu connus par le grand public, avoir de manière partagée un label permettant d'identifier, de classer, d'ordonner un peu les entreprises, et de dire aux consommateurs, aux salariés, à l'épargnant, eh bien oui, telle entreprise a tel comportement, telle entreprise a tel autre comportement. Chacun fait ses choix en conscience, mais de la même manière qu'un Yuka me permet d'acheter mon alimentation de façon plus ou moins saine, eh bien demain, moi je crois beaucoup à la nécessité d'avoir un Yuka de l'engagement de l'entreprise pour discriminer celles qui se comportent plus ou moins bien. Et là, effectivement, il commencera à y avoir un impact réel sur le comportement des entreprises. Merci. Pierre Ignace, un dernier mot. Oui, moi je trouve que ce qui ressort de cet échange et plus largement de l'ensemble de nos dialogues sur ces sujets-là, c'est d'abord l'enthousiasme. Et je trouve qu'il y a un véritable mouvement qui a été accéléré par la loi, très certainement, mais qui préexistait de prise de conscience en profondeur, et je trouve ça réellement très, très encourageant. Le point d'attention, vous l'aurez perçu dans mon propos, c'est la question de l'authenticité. C'est-à-dire que si on veut que ça perdure
dans la durée et que ça se transforme en impact réel, y compris dans l'adhésion des employés, etc., eh bien, il faut qu'on colle à la réalité, à la vérité de ce qui se passe et qu'on évite l'écueil un peu tentant qui est celui de la communication. Voilà. Merci. Le mot de la fin pour M. de Romanet. Alors, moi, j'utiliserai le mot participation. C'est, pour reprendre la métaphore de la fusée, le lien entre le premier et le troisième étage. Parce qu'on est donc d'accord que le premier étage, la raison d'être, c'est quelque chose qui doit être appréhendé par l'ensemble des salariés. Et donc, je recommanderais à tous ceux qui veulent rédiger une raison d'être que ça soit sujet, verbe, complément, et que n'importe quel ouvrier d'atelier puisse l'exprimer. Il faut que ça soit, en se levant le matin, on est tous dédiés à la même activité, dit simplement. Et tout ça, c'est possible si on a fait participer les salariés à la rédaction de cette raison d'être. Parce que très vite, ils vous disent si c'est trop techno, etc. Et le troisième étage de la fusée articulé par Olivier Grégoire, c'est celui de la fondation actionnariale, c'est-à-dire de l'actionnariat salarié. Ce n'est pas un hasard si dans la loi Pacte, on parle aussi beaucoup d'intéressement et de participation, parce qu'on voit bien, et ce n'est pas le sujet de ce colloque, mais je suis sûr qu'Edgar Haddad va trouver un nouveau moment pour faire un colloque sur la participation et l'intéressement des salariés. En réalité, rendre les salariés actionnaires, c'est les rendre co-constructeurs de la vie de l'entreprise, et ça résout beaucoup des problèmes dont nous venons de parler aujourd'hui. Merci. Je voudrais, en votre nom, vous remercier pour cette participation très active avec quelques clins d'œil amicaux, pour, je dirais, traiter d'un sujet qui est hyper sérieux, qui était en complément des keynotes qu'on a eu ce matin, où on a pu voir à travers des témoignages d'entreprises telles que Veralia, puis ensuite Europcar, Malakoff Humanisme, mais également philosophique par rapport à l'entreprise dans son rôle dans la cité, revenant un petit peu aux origines grecques de l'ensemble de ces termes. Et également, on a eu la chance d'avoir la participation d'un représentant d'un fonds d'investissement, Apollo, qui a bien expliqué qu'il n'y a plus de raison potentielle d'opposer un petit peu les raisons d'être et tout ce qui est donc élément de cette transformation et je dirais les méchants mots, les gros mots qui tournent autour de capital, capitalisme, etc. Au contraire, il y a une possibilité très forte de rapprocher des intérêts communs entre les actionnaires, les collaborateurs et puis donc l'ensemble des parties prenantes, comme on le dit. Et donc je souhaite conclure ce débat en vous remerciant de nouveau et en laissant maintenant la parole à Edgar, le remerciant d'avoir organisé, comme ça a été déjà dit, ce premier forum, mais qui donnera lieu à travers The Why, on prend un terme anglais, The Why Project, la possibilité de continuer à échanger, de participer, de connaître un petit peu plus demain quelles seront les façons d'aborder le sujet et de progresser.